À 3 heures du matin, alors que la ville de Limoges dormait sous une chaleur écrasante d'un mois de juillet orageux, ma propre sœur a commis l'irréparable. Elle a volé mes clés de voiture pendant que je dormais, pensant s'emparer de ma vieille Clio pour une virée nocturne interdite avec ses amis peu recommandables. Mais le destin, ou peut-être le karma, en a décidé autrement. Au lever du soleil, ce n'était pas ma modeste voiture qui gisait en morceaux dans un fossé boueux de la Nationale, c'était le SUV flambant neuf de ma mère. Et quand maman a vu l'épave, avant même de savoir si sa précieuse fille était en vie, elle a hurlé mon nom avec une haine que je n'oublierai jamais. Elle ne savait pas encore que cette nuit allait marquer la fin de son règne et le début de sa ruine financière. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette histoire qui, je l'espère, servira de leçon. Avant de vous plonger dans les détails sordides de cette trahison familiale, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui pour me soutenir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, quelle région ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment précis. J'adore lire vos messages, cela me rappelle que je ne suis pas seule face à la folie du monde. Tout a commencé par une soirée d'été particulièrement étouffante. Vous connaissez peut-être cette atmosphère lourde du centre de la France, où l'air semble immobile et où l'on sent l'orage arriver sans jamais éclater. C'était exactement l'ambiance qui régnait dans notre maison familiale depuis des années. Une tension palpable, un silence pesant, prêt à se briser au moindre faux pas. Je m'appelle Alban, j'ai 32 ans, et je travaille comme archiviste dans une bibliothèque municipale. J'aime le silence, l'ordre et la tranquillité des vieux livres. Tout le contraire de ma sœur cadette, Ludivine, 24 ans, et de ma mère, Yolande. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut que vous compreniez la dynamique de notre foyer. Ludivine est ce qu'on appelle l'enfant roi ou l'enfant doré. Le bébé de la famille qui n'a jamais eu à grandir, jamais eu à assumer la moindre responsabilité. Elle n'a pas d'emploi stable, pas d'ambition réelle, mais elle possède un talent incroyable, presque effrayant, pour manipuler notre mère. Maman, veuve depuis 10 ans maintenant, a reporté toute son affection, mais aussi toutes ses névroses, sur Ludivine. Elle excuse chaque erreur, chaque caprice, chaque impolitesse de sa cadette. Et moi? Je suis la roue de secours. Celle qui est là pour payer les factures quand les temps sont durs, celle qui répare les pots cassés, celle sur qui on crie quand on est frustré. Ce soir-là, l'atmosphère était électrique pour une raison bien précise, la voiture. Maman venait de s'acheter un magnifique SUV gris métallisé, un modèle de luxe allemand, toutes options, avec des sièges en cuir véritable qui sentaient encore le neuf. C'était son trésor, sa revanche sur la vie, son symbole de statut social pour épater les voisines du quartier résidentiel et ses amis du club de bridge. Elle en parlait depuis des mois, nous montrant les catalogues, hésitant sur la couleur. « Tu verras Alban », me disait-elle avec des yeux brillants, « avec cette voiture, on me respectera enfin. Les gens verront que Yolande n'est pas n'importe qui. » Elle l'avait reçue depuis à peine 3 semaines. Elle la garait toujours au millimètre près, la lavait 2 fois par semaine, interdisait qu'on y mange ou qu'on y boive. C'était bien plus qu'une simple voiture pour elle, c'était une extension de son ego, une armure de métal contre sa peur de vieillir. Le problème, c'est que notre allée de garage est étroite et en pente. Ce soir-là, maman est rentrée tard d'un dîner en ville. Elle était fatiguée, et peut-être avait-elle bu un verre de vin de trop. Ma vieille Clio bleue, fidèle mais usée par les années, était garée au fond de l'allée, bloquant l'accès au garage. Alban a-t-elle crié depuis l'entrée en claquant la porte. « Je ne veux pas manœuvrer ce soir, je suis épuisée. » Je laisse le SUV devant le portail, dans la rue. « Tiens, prends mes clés. Demain matin, avant de partir au travail, tu le rentreras au garage pour moi. Je ne veux pas qu'il reste dehors toute la journée, on ne sait jamais avec les rayures ou les vandales. » J'ai soupiré, mais je n'ai pas discuté. C'était inutile de discuter avec Yolande quand elle était dans cet état. J'ai pris son trousseau. C'est lourd, un trousseau de clés de voiture de luxe moderne. Il y a ce poids spécifique de la technologie et de l'argent. J'ai posé ces clés sur la commode en merisier de l'entrée, juste à côté des miennes. Les 2 trousseaux se ressemblaient vaguement dans la pénombre du couloir, 2 boîtiers noirs, lisses. J'ai monté les escaliers en bois qui craquaient sous mes pas, épuisé par ma semaine de travail, et je me suis effondré dans mon lit, espérant une nuit de sommeil réparateur. Il était environ 3 heures du matin quand j'ai entendu le bruit. C'était un craquement léger, presque imperceptible. Le son caractéristique de la 3e marche de l'escalier, celle qui gémit toujours sous un poids familier. Je ne dormais que d'un œil.
Vivre avec Ludivine vous apprend à dormir comme une sentinelle, toujours sur le qui-vive. Elle rentrait souvent tard, ivre, ou essayait de sortir en douce pour rejoindre des amis que ma mère désapprouvait officiellement mais tolérait officieusement. J'ai ouvert un œil dans l'obscurité de ma chambre. Ma porte était entr'ouverte, laissant passer un rail de lumière du couloir. Une silhouette s'est glissée devant l'ouverture. J'ai retenu mon souffle, mon cœur se mettant à battre un peu plus vite. J'ai entendu des pas feutrés descendre l'escalier. Le tintement métallique des clés qu'on saisit sur un meuble en bois. Puis, le bruit lourd de la porte d'entrée qui se referme avec une précaution exagérée, le peigne glissant doucement dans la gâche. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle prenait ma voiture. Encore. Ce n'était pas la première fois. Elle me l'empruntait sans demander pour aller en boîte de nuit quand elle n'avait pas d'argent pour le taxi ou quand ses amis ne pouvaient pas venir la chercher. D'habitude, je me levais, je hurlais, je réveillais maman pour la prendre à témoin. Et à chaque fois, maman me disait d'une voix pâteuse, « Oh, laisse-la, elle est jeune, il faut bien qu'elle s'amuse. Elle va faire attention à ta vieille guimbarde, ne sois pas si égoïste. » Cette nuit-là, j'étais trop fatiguée. Une fatigue profonde, celle de l'âme. J'ai pensé, allez, laisse tomber. C'est ma vieille Clio. Elle a 200 000 kilomètres au compteur. La carrosserie est déjà rayée. Si elle l'abîme, elle paiera. Je ne vais pas me battre à 3 heures du matin pour ça. J'ai entendu un moteur démarrer dans la rue. Un ronronnement puissant, doux, feutré. Pas le bruit de tracteur poussif de mon vieux diesel. Mais dans mon demi-sommeil, mon cerveau embrumé n'a pas fait la connexion immédiate. Je me suis retournée, j'ai tiré la couette sur ma tête pour bloquer le bruit, et je me suis rendormie. Je ne savais pas encore que ce silence complice allait me coûter ma tranquillité d'esprit, mais qu'il allait aussi m'offrir la plus douce et la plus terrible des vengeances. Je ne savais pas que Ludivine, dans la pénombre de l'entrée, avait attrapé le mauvais jeu de clés. Le réveil a sonné à 7h30. Une sonnerie stridente qui a percé mes rêves et m'a ramené à la réalité. J'ai ouvert les yeux, étiré mes bras, et pendant une seconde, tout semblait normal. La lumière du soleil d'été filtrait à travers les persiennes, dessinant des lignes dorées sur le sol. Les oiseaux chantaient dans le jardin. Une belle journée d'été s'annonçait à Limoges. Puis, la mémoire de la nuit m'est revenue comme un coup de poing dans l'estomac. Ludivine. Les clés. Le bruit du moteur. Je me suis levée d'un bond, en pyjama, les pieds nus sur le parquet froid, et j'ai couru à la fenêtre qui donnait sur l'allée et la rue. Mon sang s'est glacé. Ou plutôt, il s'est mis à bouillir d'une colère sourde. L'emplacement devant le portail était vide. Il n'y avait plus rien. Pas de voiture. Juste le bitume gris de la rue qui brillait au soleil matinal. Mais attendez. Je me suis frotté les yeux, croyant avoir mal vu. J'ai regardé vers le fond de l'allée. Ma vieille Clio bleue était là. Garée sagement au fond, près de la porte du garage, exactement là où je l'avais laissée la veille en rentrant du travail. Elle n'avait pas bougé d'un millimètre. C'était le SUV. Le magnifique SUV gris de maman. Il avait disparu. J'ai dévalé les escaliers, manquant de tomber dans ma précipitation. Je suis arrivée dans l'entrée, le cœur battant à tout rompre. Sur la commode, il ne restait qu'un seul trousseau de clés. J'ai regardé de plus près, n'osant y croire. C'était le mien. La clé usée de ma Renault, avec mon porte-clés Tour Eiffel un peu écaillé. Le trousseau de maman, avec le logo brillant de la marque de luxe allemande et l'étui en cuir noir, n'était plus là. Un rire nerveux, presque hystérique, est monté dans ma gorge. Ludivine. Cette idiote. Cette voleuse incompétente. Elle avait voulu prendre ma voiture pour ne pas se faire remarquer, pensant que je ne porterais pas plainte contre ma propre sœur. Mais dans le noir de l'entrée, guidée par sa précipitation et peut-être déjà par l'alcool, elle avait pris les clés du bébé de maman. Alban. Pourquoi tu cours comme un éléphant dans les escaliers? La voix de maman venait de la cuisine. L'odeur du café frais et du pain grillé emplissait la maison, une odeur de normalité qui jurait avec la catastrophe en cours. Elle était assise là, à sa place habituelle, en peignoir de soie bordeaux, l'air royal, beurrant sa tartine avec une précision chirurgicale. Maman, ai-je commencé, la voix tremblante, ne sachant pas où commencer. Elle ne m'a même pas regardée. Elle a continué à étaler sa confiture d'abricot.
Tu as rentré le SUV au garage comme je t'ai demandé hier soir? J'ai entendu du bruit cette nuit, vers 3 heures. J'espère que tu n'as pas raclé le portail en le rentrant. Tu sais que la peinture coûte une fortune. Je l'ai regardée, stupéfaite par son aveuglement. Elle pensait que c'était moi qui avais bougé la voiture. Maman, il faut que tu viennes voir. Tout de suite. Elle a soufflé, agacée, posant son couteau avec un bruit sec. Quoi encore? Tu as rayé quelque chose? Je te jure, Alban, si tu as fait une égratignure à ma voiture, je te la ferai repeindre à tes frais. Tu es tellement maladroite parfois. Elle s'est levée, a resserré son peignoir et a marché d'un pas lourd et autoritaire vers l'entrée. Elle a ouvert la porte d'entrée d'un geste brusque et s'est figée sur le seuil, comme si elle venait de heurter un mur invisible. Le silence qui a suivi était assourdissant. Plus un oiseau ne chantait. Elle a cligné des yeux, une fois, 2 fois. Comme si son cerveau refusait catégoriquement de traiter l'image de l'espace vide devant le portail. Où? Où est ma voiture? Sa voix était montée d'une octave, devenant aiguë et tremblante. Je suis restée silencieuse, debout derrière elle. Elle s'est retournée vers moi, le visage déformé par une rage soudaine. Où est ma voiture, Alban? Tu l'as emmenée où? Tu es allée au travail avec? Tu es folle. Je t'avais interdit de la conduire sur la route. Je t'avais juste dit de la rentrer au garage. C'était tellement prévisible. Le réflexe pavlovien de cette famille, blâmer Alban. Quoi qu'il arrive, c'était toujours de ma faute. Maman, je n'ai pas touché à ta voiture. Regarde sur la commode. Mes clés sont là. Ta voiture a disparu cette nuit. Ne me mens pas. A-t-elle hurlé, me saisissant le bras avec force, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Tu as oublié de fermer le portail? On l'a volé? C'est ça? Tu as laissé les clés dessus comme une imbécile? Mon Dieu, 40 000 euros. 40 000 euros qui s'envolent. Elle paniquait totalement, tournant en rond dans l'entrée comme une bête en cage. Ludivine. Ludivine. Descends tout de suite. Ta sœur a fait une bêtise énorme. Viens m'aider. J'ai croisé les bras, sentant une froideur envahir mon estomac. Une certitude absolue. Ludivine n'est pas là, maman. Elle s'est arrêtée net dans sa course. Quoi? Bien sûr qu'elle est là, elle dort. Tu sais bien qu'elle ne se lève jamais avant midi le week-end. Va voir dans sa chambre, ai-je répondu calmement. Maman m'a foudroyé du regard et est montée les escaliers 4 à 4, malgré son âge. J'ai entendu la porte de la chambre de Ludivine s'ouvrir violemment, cognée contre le mur. Puis, un silence lourd. Puis, ses pas l'eau redescendre lentement, comme si elle portait le poids du monde. Elle était pâle, ses mains tremblaient. Elle n'est pas là. Son lit n'est pas fait. Elle n'est pas rentrée. Puis, son visage s'est éclairé d'une lueur d'espoir délirante, un mécanisme de défense pathétique. Elle a dû sortir tôt. Une urgence. Peut-être qu'elle est allée acheter des croissants pour nous faire une surprise? Oui, c'est sûrement ça. Ma petite chérie a voulu me faire plaisir, elle a pris ta voiture pour aller à la boulangerie du centre. Elle est si attentionnée quand elle veut. Je n'ai rien dit. Je savais que Ludivine ne se levait pas à 7 heures du matin pour des croissants. Je savais que Ludivine rentrait de soirée à cette heure-là, ou pire. Je savais que l'attention n'était pas un mot qui figurait dans son vocabulaire. À cet instant précis, le téléphone fixe du salon a sonné. Une sonnerie longue, lugubre, qui a fait sursauter maman. Elle a regardé l'appareil beige posé sur le guéridon comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Qui appelle sur un fixe à 8 heures du matin de nos jours? Seulement la police. Ou l'hôpital. Ou la morgue. Maman a décroché le combiné avec une main qui tremblait tellement qu'elle a failli le faire tomber. Allô? J'observais son visage, fasciné par la décomposition de ses traits en temps réel. En quelques secondes, tout le sang a quitté ses joues. Elle est devenue grise, de la couleur de la cendre, ou de son précieux SUV disparu. Ses genoux ont fléchi et elle a dû s'appuyer lourdement contre le mur du couloir pour ne pas s'écrouler au sol. Oui. Oui, c'est ma fille. Oui, je suis la propriétaire. Quoi? Non.
C'est impossible. Vous devez faire erreur. Elle écoutait, les yeux écarquillés d'horreur, la bouche entr'ouverte. Puis elle a regardé vers moi, avec une expression de haine pure, comme si j'étais responsable de ce qu'elle entendait à l'autre bout du fil. Elle est vivante? D'accord. D'accord. On arrive tout de suite. Dites-lui que maman arrive. Elle a raccroché doucement, le plastique du téléphone claquant dans le silence de la maison. L'atmosphère était devenue lourde, gluante, irrespirable. C'était la gendarmerie, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Il y a eu un accident. Sur la départementale, à la sortie de la ville, près du vieux pont. Ludivine? Ai-je demandé, sentant un nœud se former dans ma gorge malgré tout. Oui. Elle est à l'hôpital. Des égratignures, un choc à la tête, rien de vital, Dieu merci. Mais la voiture. Sa voix s'est brisée en un sanglot sec. Ils disent que la voiture est détruite. Tonneau. Fossé. Perte totale. Soudain, sa tristesse s'est transformée en une colère volcanique. Elle s'est jetée sur moi, me poussant contre le mur. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. J'ai reculé, choqué par la violence de son geste. Quoi? Comment peux-tu dire ça? Tu as laissé tes clés traîner. Tu sais qu'elle est impulsive. Tu sais qu'elle traverse une période difficile. Si tu avais caché tes clés de voiture, elle n'aurait pas pu prendre ta poubelle de Clio. Maintenant, ta voiture est à la casse et ma fille est à l'hôpital à cause de ta négligence. Tu es une sœur indigne. J'ai ouvert la bouche pour parler, pour lui dire la vérité, pour lui crier que ce n'était pas ma voiture, mais elle ne m'a pas laissé le temps. Elle était dans un délire de persécution. Allez, habille-toi. On y va. Je vais devoir expliquer aux gendarmes que c'est un malentendu, qu'elle a juste emprunté la voiture de sa sœur pour une urgence. On ne va pas porter plainte contre elle, évidemment. Tu diras que tu lui avais prêté. Tu m'entends, Alban? Tu diras aux gendarmes que tu lui as donné la permission verbale. Il faut la couvrir pour l'assurance. C'est là que j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Pas de la tristesse. Mais le dernier lien de respect, le dernier fil ténu d'amour filial que j'avais pour cette femme. Elle me demandait de mentir à la police. Elle me demandait d'assumer la responsabilité légale d'un accident pour protéger sa précieuse Ludivine. Elle pensait encore que c'était ma Clio qui était détruite. Elle s'en fichait éperdument que je n'ai plus de voiture pour aller travailler le lundi matin. Son seul et unique souci était de protéger Ludivine des conséquences de ses actes et de sauver les apparences. Je vous pose la question maintenant, très sincèrement. À ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à jouer le jeu pour sauver la famille, par devoir ou par habitude? Ou auriez-vous laissé la vérité éclater, même si cela signifiait détruire votre propre mère et voir votre sœur en prison? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez ressenti à cet instant précis. C'est important pour moi de savoir si ma réaction était justifiée ou si je suis le monstre qu'elles disent. Nous sommes montés dans ma voiture. Oui, dans ma Clio. Maman était tellement agitée, tellement aveuglée par sa panique, qu'elle n'a même pas réalisé qu'elle s'asseyait dans le véhicule qu'elle croyait détruit. Elle pleurait, appelait ses amis au téléphone en hurlant. « Oh, ma pauvre Ludie a eu un accident, la voiture d'Alban a glissé sur une plaque de verglas, c'est terrible, je suis bouleversée. » Je conduisais en silence, les mâchoires serrées. Je serrais le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Je roulais vers la gendarmerie, où l'officier nous avait demandé de passer pour identifier le véhicule et signer des papiers avant d'aller voir Ludivine aux urgences. Le trajet a duré 20 minutes. 20 minutes durant lesquelles maman a élaboré 10 scénarios de mensonges différents pour disculper sa fille. Nous sommes arrivés au garage de la Fourrière, attenant à la gendarmerie. L'odeur d'huile, de caoutchouc brûlé et de poussière nous a accueillis. Le policier nous attendait. Un homme grand, le visage sévère, marqué par des années de service. L'inspecteur Aristide. Il avait l'air de quelqu'un qui en a assez de voir des gamines riches jouer avec leur vie le samedi soir et des parents qui nettoient derrière. « Madame Yolande ?» a-t-il demandé en nous voyant approcher. « Oui, c'est moi. »« Où est ma fille ?»« Je veux voir ma fille. »« Et la voiture ? Bon, ce n'est qu'une vieille voiture, l'important c'est que ma fille aille bien, n'est-ce pas ? La voiture est ici,
a coupé l'inspecteur sèchement en montrant un amas de tôle informe derrière lui, sous un hangar en tôle. Maman a tourné la tête. Et le temps s'est arrêté. Littéralement. Ce n'était pas une petite voiture bleue compacte. C'était une masse grise, énorme, compactée comme une canette de soda qu'on aurait écrasée du pied. On distinguait à peine la marque de luxe sur la calandre tordue. Une roue avait été arrachée et gisait à quelques mètres. Le toit était enfoncé jusqu'au siège. Les vitres avaient explosé en 1000 morceaux. Les airbags pendaient comme des fantômes dégonflés. C'était le SUV. Son SUV. Son bébé à 40 000 €. Maman a lâché son sac à main de Marc. Il est tombé dans la poussière du garage avec un bruit mat qui a résonné dans le silence. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Aucun son ne sortait. Son cerveau refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. C'était un court-circuit mental total. Mais, a-t-elle fini par couiner, un son ridicule et aigu. Mais c'est. Elle s'est retournée vers moi, les yeux exorbités, injectés de sang. Puis elle a regardé par-dessus mon épaule ma Clio garée sur le parking des visiteurs, intacte, brillante sous le soleil. Puis elle a regardé l'épave. Non. Non. C'est impossible. C'est MON SUV. C'est ma voiture. Elle a couru vers l'épave, trébuchant dans ses talons hauts, manquant de s'étaler dans l'huile. Elle a touché la carrosserie froide et déformée comme si elle pouvait la guérir par imposition des mains, comme si c'était un cauchemar dont elle allait se réveiller. Regardez ce qu'elle a fait. A-t-elle hurlé, sa voix se transformant en un cri animal, primitif. Elle l'a tué. Elle a tué ma voiture. L'inspecteur Aristide s'est approché, carnet en main, imperturbable face à l'hystérie. Madame, votre fille a été testée positive à l'alcool. 1,5 g par litre de sang. À 3 heures du matin. Elle a raté un virage à 110 km/h dans une zone limitée à 70. Elle a percuté une glissière de sécurité en béton et fait 3 tonneaux avant de finir en contrebas. C'est un miracle qu'elle soit en vie. Maman s'est retournée vers moi, les larmes coulant sur son maquillage soigné, créant des rivières noires sur ses joues. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu m'as laissé croire que c'était ta voiture? J'ai haussé les épaules, un calme olympien m'envahissant soudainement. Tu ne m'as pas laissé parler, maman. Tu étais trop occupée à m'accuser d'avoir laissé traîner mes clés. Mais Ludivine n'a pas pris mes clés. Elle a pris les tiennes. Celles que tu m'as données hier soir. Elle a confondu dans le noir. C'est l'ironie du sort, n'est-ce pas? Tu aurais dû l'empêcher. A-t-elle crié, cherchant encore un coupable autre qu'elle-même. Tu es sa sœur aînée. Tu es responsable. Je dormais, maman. Comme toi. Je ne suis pas sa gardienne. L'inspecteur a tout sauté pour attirer notre attention. Madame, nous avons besoin de votre déclaration officielle. Votre fille conduisait votre véhicule. Savez-vous si elle est assurée pour ce type de véhicule puissant? Le visage de maman est passé de la colère à la terreur pure. L'assurance. Je savais, et elle savait. Elle avait souscrit l'assurance la moins chère possible pour conducteur unique exclusif afin d'économiser quelques dizaines d'euros par mois, car elle jurait être la seule à conduire ce bijou. Ludivine, avec son permis probatoire de moins de 2 ans et son historique de petits accrochages, n'était absolument pas déclarée. Pire encore, la clause d'exclusion pour conduite en état d'ivresse est standard dans tous les contrats. Elle a juste emprunté les clés, sans ma permission, a bégayé maman, cherchant une issue. C'est du vol. Si c'est du vol, l'assurance paye, non? Dites-moi que l'assurance paye pour le vol. L'inspecteur a levé un sourcil sceptique. Vous voulez porter plainte pour vol contre votre propre fille, madame? C'est une procédure lourde. Votre fille passera au tribunal correctionnel. Vol aggravé en réunion ou par ascendant, conduite en état d'ivresse, destruction de biens d'autrui, mise en danger de la vie d'autrui. Elle risque de la prison ferme vu les circonstances et son taux d'alcoolémie. Maman était piégée. Un piège qu'elle avait elle-même construit année après année en gâtant sa fille. Si elle disait que Ludivine avait la permission, l'assurance ne paierait pas car Ludivine était ivre et non déclarée sur le contrat. Si elle disait que Ludivine avait volé la voiture,
Ludivine devenait une criminelle aux yeux de la loi, avec un casier judiciaire indélébile. Et l'assurance se retournerait probablement contre Ludivine pour se faire rembourser les dégâts causés à l'infrastructure publique, qui s'annonçait salée. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux implorant une aide, une solution miracle, une bouée de sauvetage. Alban. Dis-lui. Dis-lui que c'est toi qui conduisais. J'ai cru avoir mal entendu. Le monde a vacillé autour de moi. Les bruits du garage se sont estompés. Pardon ? Ai-je articulé ? Dis que c'est toi qui conduisais, a-t-elle chuchoté frénétiquement, agrippant mon bras, ses doigts me faisant mal. Tu es assuré tout risque depuis des années. Tu as ton permis depuis plus de 10 ans. Tu es sobre. On dira que tu as eu un moment d'inattention, un lapin qui a traversé la route. Ludivine était juste passagère. S'il te plaît, Alban. Pour la famille. Sinon on perd tout. Je t'en supplie. L'inspecteur nous regardait, attendant, son stylo en suspens au-dessus de son carnet. Il avait tout entendu. Maman a poussé un cri étouffé, comme si je venais de la poignarder en plein cœur. Traîtresse. Ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu veux ma mort ? L'inspecteur a fermé son carnet avec un claquement sec qui a résonné comme un verdict. Merci, mademoiselle. C'est noté au procès-verbal. Madame Yolande, je vous conseille très fortement de ne pas aggraver votre cas avec une tentative de fraude ou de subornation de témoins. Votre fille Ludivine est en garde à vue médicalisée à l'hôpital. Vous pourrez la voir quand elle sera dégrisée, probablement en fin de journée. D'ici là, je vous suggère de contacter un avocat. Le retour à la maison a été un enfer silencieux. Maman pleurait sans discontinuer, non pas sur le sort de sa fille blessée, mais sur l'argent. 40 000 €. Je n'ai pas fini de la payer. Comment je vais faire ? Je suis ruinée. Dès que nous sommes rentrés, elle a appelé Gatien. Gatien est mon cousin éloigné, mais surtout, c'est un courtier en assurance honnête, direct et très compétent. Il s'occupe des contrats de la famille depuis toujours. Il connaît toutes les petites lignes. Il est arrivé 1 heure plus tard, avec sa mallette en cuir usé et son visage compatissant mais professionnel. On s'est assis dans le salon, volets fermés pour cacher la honte. Maman lui a servi un café avec des mains tremblantes, renversant un peu de liquide dans la soucoupe. Alors, Yolande, a commencé Gatien en ajustant ses lunettes sur son nez. J'ai lu le rapport préliminaire que tu m'as envoyé. C'est compliqué. Très compliqué. Dis-moi qu'il y a une solution, Gatien. Dis-moi que l'assurance va me rembourser mon SUV. J'ai pris l'option valeur à 9, non ? Je paie une fortune chaque mois pour cette option. Gatien a soupiré, posant ses mains à plat sur la table. L'option valeur à 9 fonctionne si le conducteur est en règle, Yolande. C'est la base. Ludivine avait 1,5 g d'alcool. C'est délictuel. C'est une clause d'exclusion absolue et universelle dans tous les contrats d'assurance automobile en France. Même si elle avait été déclarée comme conducteur secondaire, ce qui n'est pas le cas, l'alcool annule tout. Absolument tout. Maman a blêmi, ses lèvres devenant bleues. Tout ? Tout. Ils ne rembourseront pas un centime pour ton véhicule. Rien. Zéro. Pas même la valeur de la ferraille. Maman a porté la main à sa poitrine, respirant difficilement. Mais le crédit. J'ai fait un crédit sur 5 ans. Je dois encore 35 000 € à la banque. Je viens à peine de commencer à payer. Tu vas devoir continuer à payer le crédit chaque mois pour une voiture qui n'existe plus, a confirmé Gatien froidement mais tristement. La banque s'en fiche que la voiture soit détruite. La dette reste la dette. Et ce n'est pas le pire, Yolande. Il y a pire ? Ai-je demandé, sentant presque une pointe de pitié pour elle face à l'ampleur du désastre. Oui. La glissière de sécurité. L'intervention des pompiers. L'ambulance. Le nettoyage de la chaussée par les services de la voirie. L'assurance responsabilité civile va avancer les frais aux victimes et à l'État, c'est la loi. Mais comme il y a alcoolémie avérée, ils vont se retourner contre le conducteur, Ludivine, et le propriétaire, toi, Yolande, pour se faire rembourser intégralement.
Ça peut monter à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Mais je ne peux pas payer ça. A hurlé maman, se levant d'un bond. Je suis veuve. J'ai une petite retraite. Ils veulent me mettre à la rue? Gatien a secoué la tête avec lassitude. Il fallait y penser avant de laisser les clés à portée de main d'une conductrice inexpérimentée, non assurée et irresponsable. Ou avant de l'élever sans aucune limite ni notion de conséquence. Gatien savait. Tout le monde savait dans la famille. Il avait vu Ludivine grandir, devenir ce monstre d'égoïsme. Et si Alban disait que... Maman a recommencé, désespérée, revenant à son idée fixe. Gatien a tapé du poing sur la table, ce qui nous a fait sursauter toutes les deux. La tasse de café a tinté. Yolande, arrête ça tout de suite. Alban ne va pas risquer 5 ans de prison et 375 000 € d'amende pour escroquerie à l'assurance en bande organisée. Si tu continues sur cette voie, je résilie tous tes contrats, maison et voiture, dès demain matin. Je ne couvrirai pas une fraude. Maman s'est effondrée sur le canapé, sanglotant comme une enfant perdue. Ma vie est fichue. Ma belle voiture. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce que le club de bridge va penser? C'était toujours ça le plus important, les voisins. L'image. Pas le fait que sa fille aurait pu tuer une famille sur la route. Pas le fait qu'elle essayait de détruire la vie de son autre fille. Juste l'apparence sociale. C'est à ce moment-là, alors que les pleurs de maman remplissaient le salon, que la sonnette de l'entrée a retenti. Un son joyeux, incongru. Je suis allée ouvrir. C'était Madame Bérénice, notre voisine d'en face. Une dame âgée, veuve elle aussi, très curieuse, qui passait ses journées derrière ses rideaux en dentelle à surveiller la rue. Elle tenait son téléphone portable à la main comme une offrande religieuse. « Bonjour Yolande, bonjour Alban », a-t-elle dit avec un sourire pincé qui ne masquait pas son excitation. « J'ai vu la police ce matin. J'ai vu la dépanneuse. J'ai entendu pour l'accident. C'est terrible, vraiment terrible. Mais je pensais que vous devriez voir ça. Vous savez que j'ai installé une caméra de surveillance pour mon portail le mois dernier? Eh bien, elle filme aussi un peu votre allée. L'angle est parfait. » Maman a levé la tête de ses mains, les yeux rouges et gonflés. Quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de votre caméra, Bérénice? Laissez-nous tranquilles. Madame Bérénice n'a pas perdu son sourire. Elle adorait être au centre de l'action, être celle qui sait. Regardez simplement. C'est très instructif. Vous comprendrez mieux. Elle est entrée sans invitation, a posé le téléphone sur la table basse en verre et a appuyé sur lecture. La vidéo était en noir et blanc, un peu granuleuse à cause de la vision nocturne, mais on voyait clairement notre entrée de garage. L'horodatage indiquait 2h55. On a vu la porte d'entrée s'ouvrir. Ludivine est sortie. Elle titubait légèrement, manquant de trébucher sur la première marche du perron. Elle tenait les clés à la main, les faisant tourner autour de son doigt. Elle s'est dirigée d'abord vers ma Clio. Elle a essayé d'ouvrir la porte conducteur en tirant sur la poignée. C'était fermé. Elle a pesté, on voyait ses gestes d'agacement, ses bras qui s'agitaient. Elle a appuyé sur le bouton de la télécommande qu'elle tenait. Les phares du SUV gris, garé plus haut, se sont allumés en clignotant 2 fois. Le flash a illuminé l'allée comme un éclair. Ludivine s'est figée. Elle a regardé les clés dans sa main. Elle a regardé le SUV imposant. Elle a regardé ma petite Clio. Et là, on a vu le moment exact où elle a pris sa décision. Le moment de bascule. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une confusion. Elle a souri. Même sur la vidéo granuleuse, on a vu ce sourire. Un sourire mauvais, un sourire de gamine gâtée qui vient de trouver un jouet encore meilleur que prévu. Elle a fait un petit pas de danse, une pirouette ivre. Elle a contourné ma Clio avec dédain et s'est dirigée délibérément vers le SUV. Elle a caressé le capot et monté dedans, a pris le temps de régler le rétroviseur et a démarré en trombe, manquant d'érafler le pilier du portail en sortant en marche arrière. « Vous voyez ?» a dit Madame Bérénice doucement, reprenant son appareil. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle a essayé votre voiture, Alban. Ça n'a pas marché. Alors elle a pris celle de luxe.
Elle voulait frimer devant ses copains. Elle a choisi le luxe. Maman fixait l'écran noir du téléphone, pétrifiée. L'excuse du malentendu, de la confusion dans le noir, venait de s'évaporer instantanément. Ludivine avait volé la voiture en toute connaissance de cause. C'était prémédité. C'était de la malveillance pure. Je peux envoyer cette vidéo à l'inspecteur Aristide si vous voulez, a proposé Madame Bérénice, avec une fausse innocence qui frisait la cruauté. Pour l'enquête. Ça aiderait à établir la vérité. Non, a crié maman, se levant pour essayer d'attraper le téléphone. Supprimez ça. Je vous en supplie, Bérénice. Ne faites pas ça. Madame Bérénice a reculé, serrant son téléphone contre sa poitrine. Oh, je ne sais pas, Yolande. C'est une preuve importante. Et puis, Ludivine est tellement imprudente depuis des années. Elle conduit vite dans le quartier. Il y a des enfants qui jouent. Ce serait rendre service à la communauté qu'elle ne conduise plus pendant un moment. Je vais y réfléchir. Elle est partie en nous laissant avec cette bombe à retardement. Ludivine n'était pas une victime d'une erreur. C'était une voleuse opportuniste. Le soir même, Ludivine est rentrée de l'hôpital. Ou plutôt, maman est allée la chercher en taxi, payant la course chère. Elle avait un bras en écharpe, un pansement sur le front et une minerve. Pas un mot d'excuse en entrant. Pas un regard de regret. Elle est entrée dans le salon, s'est affalée sur le canapé en soupirant et a dit « Il n'y a rien à manger ?» J'ai faim. La bouffe de l'hôpital était dégueulasse, immangeable. Fais-moi des pâtes, maman. J'ai senti une veine battre sur ma tempe, prête à exploser. Tu as faim ? Ai-je demandé calmement, d'une voix glaciale. Tu viens de détruire une voiture de 40 000 €, tu as mis maman dans une dette colossale pour les 5 prochaines années, tu as failli te tuer, et ta seule préoccupation c'est ton estomac ? Ludivine a levé les yeux au ciel, comme si j'étais une nuisance mineure. Oh ça va, la donneuse de leçons. C'est qu'une voiture, de la ferraille. L'assurance va payer. Maman en rachètera une autre, une mieux. Arrête ton drame. L'assurance ne paiera rien, Ludivine. Rien du tout. Tu étais ivre. Tu n'es pas assurée. Maman va devoir payer le crédit toute seule. Pour la première fois, j'ai vu la peur traverser ses yeux, une lueur fugitive. Mais elle a vite masqué par de l'agressivité, sa défense habituelle. Maman. Dis-lui de se taire. Elle me donne mal à la tête. J'ai une commotion, j'ai besoin de repos. Mais maman ne disait rien. Elle était assise dans un coin, dans l'ombre, regardant le mur, faisant des calculs mentaux désespérés. Le poids de la réalité commençait enfin à écraser ses illusions maternelles. Le lendemain, dimanche, la machine familiale s'est mise en route. C'est ce qu'on appelle les flying monkeys, les singes volants, dans la psychologie des dynamiques toxiques. Les alliés du narcissique qui viennent faire le sale boulot pour lui, manipulés par des récits tronqués. Mon téléphone n'a cessé de sonner. Tante Claudine, oncle Marc, ma grand-mère paternelle. Ils avaient tous entendu la version de maman, une version édulcorée où Ludivine était une pauvre victime d'un accident malheureux et où je, la méchante sœur aînée, refusais d'aider. Alban, comment peux-tu être aussi cruelle ? Me disait ma tante Claudine au téléphone, sa voix tremblant d'indignation feinte. Ta mère est au bord du suicide, elle est dévastée. Ta sœur est blessée, elle souffre. Et toi, tu refuses de faire un petit geste pour aider ? Tu as un cœur de pierre. Le petit geste étant, bien sûr, de prendre le blâme ou de payer une partie des dégâts. Tu as de l'argent de côté, toi, insistait mon oncle Marc, qui ne m'appelait jamais d'habitude. Tu n'as pas d'enfant, tu vis simplement, tu es fonctionnaire. Tu pourrais rembourser le crédit de ta mère ou au moins payer les frais d'avocat. C'est ça la famille. On s'entraide dans l'adversité. J'étais abasourdi par leur audace. On me demandait de payer 35 000 € pour une voiture que je n'avais jamais voulu conduire, détruite par ma sœur qui me méprisait et m'insultait au quotidien. Et Ludivine ? Demandais-je à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle fait pour aider ? Elle va chercher un travail ? Elle va vendre ses sacs à main de luxe ? Elle est traumatisée. Hurlait-il en chœur. Elle a failli mourir. Elle a besoin de repos, de thérapie.
Tu es vraiment égoïste, Alban. On ne te reconnaît plus. Je me sentais incroyablement seule. C'est une sensation terrible d'être la seule personne saine d'esprit dans un asile de fous. On commence à douter de soi-même, de sa propre perception de la réalité. Est-ce que je suis vraiment méchante? Est-ce que je devrais payer pour avoir la paix? Est-ce que c'est ça, être une bonne fille? Mais à chaque fois que je faiblissais, que je prenais mon chéquier en main, je regardais par la fenêtre. Je voyais l'allée vide. Et je me rappelais le sourire de Ludivine sur la vidéo de surveillance de Madame Bérénice. Ce sourire de prédatrice. Non. C'était fini. Je ne serais plus leur paillasson. J'ai décidé de couper les ponts temporairement. J'ai bloqué les numéros de ma famille élargie. Je ne répondais plus qu'à l'essentiel. À la maison, l'ambiance était funèbre, digne d'un enterrement. Maman recevait les lettres de la banque et de l'assurance tous les matins. Le facteur devenait le messager de la mort. Recommandé après recommandé. Mise en demeure de payer. Remboursement immédiat exigé sous huitaine. Menace de saisie sur salaire et sur biens mobiliers. La retraite de maman ne suffirait jamais. Elle allait devoir vendre des bijoux de famille, peut-être même hypothéquer la maison si ça continuait. Ludivine, elle, continuait sa vie comme si de rien n'était, dans une bulle de déni imperméable. Elle invitait des amis à la maison quand maman n'était pas là, vidait le frigo, regardait la télé toute la journée en zappant, laissant traîner ses boîtes de pizza. Un soir, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé maman en train de pleurer sur la table de la cuisine, la tête dans ses bras, entourée de factures rouges. Ils vont me prendre 800 € par mois sur ma retraite, sanglotait-elle. Je ne pourrai plus payer le chauffage cet hiver. Je ne pourrai plus aller chez le coiffeur. Je ne pourrai plus rien faire. Je vais devenir une pauvresse. Maman, ai-je dit doucement, m'asseyant en face d'elle. Il faut que Ludivine paie. Elle est majeure. Elle doit trouver un travail. N'importe quoi. Caissière, serveuse, femme de ménage. Elle doit assumer ses actes. Maman a relevé la tête, les yeux effrayés. Je ne peux pas lui demander ça. Elle n'est pas faite pour ces métiers difficiles. Elle est fragile, elle a des problèmes de dos. Elle ne tiendra pas. Alors tu choisiras d'avoir froid et faim pour qu'elle puisse rester assise sur le canapé à regarder des séries? C'est ça ton choix? Maman n'a pas répondu. Mais j'ai vu une lueur de doute dans son regard. Pour la première fois, le confort de Ludivine entrait en conflit direct avec le confort de maman. Et si maman aimait Ludivine, elle s'aimait elle-même encore plus. Son instinct de survie commençait à se réveiller. C'était le début de la fissure dans leur alliance toxique. Le mois suivant a été une descente aux enfers financières pour maman. La banque n'a pas fait de cadeau, comme prévu. Ils ont prélevé la première mensualité du crédit, plus les pénalités de retard accumulées. Le compte courant de maman est passé dans le rouge vif dès le 5 du mois. Elle a dû annuler son abonnement au club de bridge, prétextant une maladie imaginaire pour ne pas perdre la face. Elle a dû arrêter d'acheter ses crèmes de beauté coûteuses et sa viande chez le boucher. Pour une femme comme Yolande, qui vivait pour l'apparence et le jugement des autres, c'était une humiliation quotidienne, une petite mort à petit feu. Ludivine, fidèle à elle-même, n'a rien compris ou n'a rien voulu comprendre à la situation. « Maman, j'ai besoin de 50 € pour sortir ce soir, c'est l'anniversaire de Julie », a-t-elle demandé un vendredi soir, comme d'habitude, tendant la main. « Je n'ai pas d'argent, Ludie », a répondu maman, la voix éteinte, sans lever les yeux de son assiette de soupe. « Le compte est vide. » « Allez, arrête de faire ta radine. Je sais que tu as du liquide. Regarde dans ton porte-monnaie. » Ludivine a attrapé le sac de maman posé sur une chaise. Maman a essayé de le reprendre, se levant brusquement. « Non. Laisse ça. Touche pas à mon sac. Tu me caches du liquide. » a crié Ludivine, tirant sur la anse du sac. « Tu veux juste me punir. » C'était une scène pathétique, misérable. Deux femmes adultes se battant pour un sac à main en cuir dans une cuisine mal éclairée. Soudain, dans la lutte, Ludivine a poussé maman. Pas très fort, mais suffisamment pour que maman, affaiblie par le stress, perde l'équilibre et tombe lourdement sur une chaise en bois. Le silence s'est fait instantanément. Même le frigo a semblé arrêter de ronronner. Maman a regardé sa fille.
Elle a regardé celle pour qui elle avait sacrifié ses économies, sa voiture, sa relation avec moi, sa dignité. Elle a regardé ce visage tordu par la colère et l'avidité. Et enfin, le voile s'est déchiré. Elle a vu la vérité, un monstre. Un parasite ingrat qui venait de lever la main sur elle pour 50 €. Sors, a dit maman. Sa voix était basse, tremblante, à peine un murmure, mais résolue comme jamais. Quoi? A ricané Ludivine, pensant à une blague. Sors de cette maison. Tout de suite. Prends tes affaires et dégage. Tu plaisantes? Et je vais où? Je n'ai nulle part où aller. Je m'en fiche, a hurlé maman, se relevant. Va chez tes amis de beuverie. Va sous un pont. Va où tu veux. Mais tu ne dors plus ici. Tu m'as tout pris. Tu as détruit ma voiture, tu as vidé mon compte, tu m'as humilié devant la police, et maintenant tu me voles et tu me bouscules? C'est fini. Je ne suis plus ta banque. Je ne suis plus ta servante. Ludivine a essayé de rire, de jouer la carte du charme, puis des pleurs de crocodile, puis de la menace physique. Si tu me mets dehors, je ne reviendrai jamais. Tu mourras seul. Personne ne viendra à ton enterrement. Je préfère mourir seule que mourir pauvre et battue par ma propre fille, a répondu maman avec une dignité retrouvée. J'étais dans l'encadrement de la porte du salon. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas bougé. J'ai juste observé le karma faire son œuvre implacable. C'était tragique, c'était douloureux à voir, mais c'était nécessaire. Comme une amputation pour sauver le reste du corps. Ludivine a fait ses valises en hurlant des insultes ordurières que je n'oserais répéter ici. Elle a cassé un vase Ming, faux, heureusement, en partant. Quand la porte d'entrée s'est claquée derrière elle, maman a éclaté en sanglots. Elle s'est effondrée sur le carrelage. Mais cette fois, c'était des larmes de soulagement, de libération, pas de manipulation. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, suspendues dans le temps. La maison était calme. Trop calme. Le silence résonnait dans les pièces vides. Maman a essayé de se rapprocher de moi. Elle me préparait des petits plats le soir, me demandait comment s'était passée ma journée à la bibliothèque, s'intéressait à mes amis. Elle essayait maladroitement de recréer une relation mère-fille, maintenant que son enfant doré n'était plus là pour prendre toute la place. Mais quelque chose était cassé, irrémédiablement. La confiance est comme un miroir, une fois brisé, on peut recoller les morceaux, mais on verra toujours les fêlures. Je ne pouvais pas oublier qu'elle avait voulu me faire aller en prison pour sauver Ludivine. Je ne pouvais pas oublier les années de négligence, les comparaisons blessantes, le mépris affiché. Un soir, au dîner, elle a posé sa fourchette. Elle avait l'air vieillie de 10 ans. Alban. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je n'ai pas été parfaite. Mais tu resteras vivre ici, n'est-ce pas? On va s'en sortir toutes les deux. Tu pourras m'aider à payer les factures, on partagera les frais, et... Je l'ai arrêté d'un geste de la main. Doux, mais ferme. Non, maman. Elle m'a regardée, surprise, la fourchette en suspens. Comment ça non? J'ai trouvé un appartement en centre-ville. Je déménage à la fin du mois. J'ai signé le bail hier. Mais, tu ne peux pas me laisser seule. J'ai besoin de ton aide. Avec le crédit de la voiture, les dettes, je n'y arriverai pas seule. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment que j'attendais depuis 32 ans. Le moment de dire ma vérité. Maman, tu as fait tes choix. Tu as choisi d'acheter une voiture au-dessus de tes moyens pour épater la galerie. Tu as choisi de ne pas assurer Ludivine. Tu as choisi de lui laisser les clés, métaphoriquement et littéralement, toute sa vie. Tu as créé ce monstre. C'est ta dette. Pas la mienne. Je ne vais pas sacrifier mon avenir, mes économies, ma vie, pour payer tes erreurs d'éducation. Mais je suis ta mère. A-t-elle pleuré? C'est le devoir d'une fille. Oui, tu es ma mère. Et une mère n'essaie pas d'envoyer sa fille en prison pour fraude à l'assurance. Une mère protège ses enfants, tous ses enfants, pas seulement la favorite. Elle n'a rien trouvé à répondre à ça. Elle a baissé la tête, vaincue par la vérité. J'ai déménagé 2 semaines plus tard. Gatien m'a aidé avec les cartons et son camion.
Il m'a dit plus tard que maman avait dû mettre la maison familiale en vente pour payer ses dettes accumulées et prendre un petit appartement en banlieue, loin de ses amis huppés. Une chute sociale vertigineuse pour elle. Ludivine? On a appris par la rumeur qu'elle squattait chez des amis de plus en plus douteux jusqu'à ce qu'ils la mettent dehors à son tour. Elle a fini par travailler comme plongeuse dans un restaurant routier sur l'autoroute pour survivre. La princesse avait perdu sa couronne et devait enfin se salir les mains. Aujourd'hui, cela fait 1 an jour pour jour que l'accident a eu lieu. Je vis dans mon propre appartement, un petit 2 pièces lumineux avec un balcon plein de plantes vertes que je chéris. C'est calme. Personne ne me vole mes clés la nuit. Personne ne me crie dessus pour des futilités. Personne ne me demande de mentir à la police. Maman m'appelle parfois, 1 fois par mois environ. Nos conversations sont courtes, polies, distantes. Elle se plaint de son nouvel appartement trop petit, de ses rhumatismes, du prix de la vie qui augmente. Elle ne parle jamais de Ludivine. Je crois qu'elle a trop honte, ou peut-être qu'elle a enfin compris. J'ai croisé Ludivine 1 fois en ville, par hasard, il y a 2 semaines. Elle servait en terrasse d'un café. Elle avait l'air vieillie, fatiguée, les traits tirés, le vernis écaillé. Elle m'a vu passer sur le trottoir d'en face. Elle a hésité, a fait un pas vers moi, puis elle a vu mon regard. Elle a baissé les yeux et est retournée servir ses clients. Je n'ai ressenti ni haine, ni pitié, ni triomphe. Juste de l'indifférence. Une paix totale. Elle était devenue une étrangère. Cette histoire m'a coûté ma famille, l'illusion d'un foyer, mais elle m'a rendu ma liberté. J'ai payé le prix fort, mais cela en valait la peine. J'ai appris une leçon précieuse que je veux partager avec vous. On ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés, même si c'est notre propre sang. On ne peut pas se détruire pour chauffer les autres. Et surtout, la vérité finit toujours par éclater, parfois doucement, parfois avec le bruit fracassant d'un SUV de luxe contre une barrière de sécurité en béton. Si vous vivez une situation similaire, si vous êtes le bouc émissaire d'une famille toxique, si on vous demande de payer pour les erreurs des autres, n'attendez pas que la voiture s'écrase pour partir. Protégez vos clés, protégez votre compte en banque, protégez votre santé mentale, et partez avant qu'il ne soit trop tard. Vous méritez mieux que d'être une roue de secours. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile à raconter, de remuer ces souvenirs douloureux, mais ça fait du bien de le sortir, de le partager avec une communauté bienveillante. Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous a rappelé quelqu'un de votre entourage, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous. Ça aide énormément la chaîne à grandir et à partager ses témoignages. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires de karma familial. Dites-moi en commentaire, quelle est la pire chose qu'un membre de votre famille vous ait faite pour de l'argent? Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver? Je lirai toutes vos réponses avec attention. Prenez soin de vous, et gardez vos clés en sécurité.
It's like filled up with air, so like I could stab it one day. Maybe I should keep it. Nobody wants it? Fine, I'll keep it. What was I doing? Oh, exercising! That's what I was doing. I fucking forgot. Wait, hold up. Sorry. It's so ugly. What do you mean? Like you think the cow is ugly? The cow is not ugly. Hi, Yoshoyu! Hello, I'm good. Wait, what am I doing? I don't know. I'm just here. Okay. This is why you're my favorite streamer, Amanda. Everyone else would be like, huh? Wait, what did I say? What did who say? Who said what? For what? Oh, beating it up on stream? Oh, I'm down for anything. No. I do it is. I forgot what I just said. Oh, I was supposed, there's the real cow. I was supposed to turn the music up so I could hear it in here because it's kind of lame. Thank you for the redeem. Dab, 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 dab. So much energy. OMG. The way she says things, heart's eyes. How is the way I say things? Move away, pet your cat. That's a redeem. You can redeem it with Mango. Mango is my channel points. Oh my god, I need to do cardio. Got an encore dab. You did. Okay, I'm taking off the shark slides. Hydrate already? I'm getting my water. I'm getting my water. Ooh, perfect time to actually turn up the music this time. Okay. Almost got hit by the shark. Powder? Oh, she's fine. How do I turn this on? I have a remote here. Oh wait, I have to drink the water. Was that visible? Is that from Temu? This? Did I unplug it? Oh my god, I unplugged it, didn't I? I did unplug it. I unplugged it! My fat ass unplugged the walking pad because I don't exercise that much. Never turn it on! No, I walked on it before! Oh, it's hot. I've walked on it before! I have! How many times has this machine been used? Is it even plugged? I unplugged it! Okay, but I unplugged it after using it a maximum of 3 times previously. I've used it 3 times before. The treadmill looks like one I saw on Temu. Oh, it's from Amazon. I get all my shit from Amazon. Pet Powder was redeemed? Really? Powder, come here. Guys, oh my god, look at the dust. Holy shit, look at the dust. Wow, I don't use it that much. Powder, come here. Wait, I have a video of her walking on the treadmill. I could show you to you guys another time. I could post on my Discord after stream. Or maybe later. I tried to like train her to use the treadmill by like baiting her like one of those lickable treats. Powder, come here. How much was it? Looks cool. I think it was like 100 something Canadian. Oh my god, look. Guys, please buy me that. Bruh, this isn't even dust, but that's probably all powder fur.